Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec mes trois invités, nous allons porter un regard TCCiste sur le mouvement transidentitaire. TCCiste pour TCC égale thérapie comportementale et cognitive. Dans un premier temps, nous allons analyser la vague transidentitaire du point de vue de la psychologie scientifique. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment accompagner, comment accueillir ce type de plainte chez un patient. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pamela Grignon. Vous êtes psychologue et psychothérapeute TCC. Vous avez reçu des personnes qui se disent trans en cabinet et vous avez participé à l'écriture du diagnostic d'ASP, angoisse de sexuation pubertaire, avec l'Observatoire de la Petite Sirène. Docteur Vincent Rouillet, vous êtes pédopsychiatre spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement et médecin coordonnateur de la filière autisme du département d'Eure-et-Loir. Docteur Patrick Lehmann, vous êtes psychiatre et sexologue en libéral. Vous vous définissez comme artisan de base en TCC et avez enseigné dans ce domaine à l'université ainsi que pour les deux principales associations françaises. Est-ce qu'on peut les nommer? C'est l'AFTCC et La l'IFORTEC? Fortec. La C'est là. Fortec. D'accord. Dans cette première partie, moi, j'ai plein de questions à vous poser, mais globalement, j'aimerais savoir ce que, en tant que psychiatre et psychologue TCC, comment analysez-vous le mouvement transidentitaire? Et pour commencer, avez-vous une explication sur cette épidémie transgenre que l'on observe depuis 5-6 ans en France et depuis une dizaine d'années dans les pays de l'Ouest? Quels mécanismes permettent d'expliquer ce phénomène inconnu jusqu'alors? Si je peux juste faire un petit préalable, vous nommez les TCC. Je crois qu'actuellement, on se situe dans le soin et comme le disait si bien Christophe André, si on est dans le soin, on doit évaluer le soin et donc je dirais tout ce qui a été évalué comme efficace serait TCC. Donc, moi, j'aurais envie de dire, la psychologie et la psychiatrie actuellement, qu'est-ce qu'elles peuvent dire de ce qui se passe? Et effectivement, évaluer les approches probantes, les évaluations de ce qui peut se faire, de ce qui est dangereux ou pas. Je crois que moi, c'est en tous les cas, c'est mon interrogation. Pourquoi n'arrive-t-on pas à accéder à des données probantes dans ce domaine-là, comme on l'a fait pour les TOC, comme on l'a fait pour d'autres pathologies? Ouais. Je crois que c'est un vrai problème. Le vrai problème, c'est le problème de l'analyse clinique, avant tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on appelle aujourd'hui une dysphorie de genre? Parce que bien souvent, il y a énormément de comorbidités qui sont toutes effacées par ce diagnostic. Donc ça, c'est vraiment un problème parce on ne prend pas en compte en fait tout ce qu'il peut y avoir comme comorbidité derrière. Comorbidité en termes de troubles anxieux, de troubles de l'humeur, de troubles de la personnalité, de troubles du spectre de l'autisme. Tout ça est complètement effacé par le diagnostic de dysphorie de genre, comme si ça n'existait qu'en soi. Or, en fait, quand on regarde les études, on trouve que ces comorbidités, elles sont extrêmement nombreuses. Donc, ne prendre en compte que cet aspect-là en négligeant en fait l'analyse clinique de tout ce qu'il y a à côté, ça me semble extrêmement dangereux. Voilà. Dans l'explication du phénomène trans, je ne sais pas s'il y a une explication univoque, mais moi j'en ai un certain nombre, et en particulier, alors il y a Lisa Littman aux États-Unis qui a mis en évidence la notion de contagiosité sociale. Et ça me paraît extrêmement important parce qu'il y a eu tout l'essor, tout le développement d'Internet, des réseaux sociaux que moi j'étudie depuis très très longtemps, puisque ça fait effectivement, quand je me suis intéressé au phénomène trans, je me suis dit, il faut essayer de regarder ce que ces gens-là disent d'eux-mêmes. Or, il y a énormément de personnes trans qui ont des chaînes YouTube, qui disent, enfin qui orchestrent en fait leur transition, qui la mettent en scène sur les réseaux sociaux. Et c'est extrêmement instructif de voir ce que ces gens disent d'eux-mêmes. Alors, en plus de toute la littérature qui a pu exister sur ce phénomène. Ça, je dirais que l'essor d'Internet, c'est un phénomène relativement nouveau. Et ça explique aussi, je pense, d'une certaine façon, cette contagiosité sociale, pourquoi ce sont les filles et les adolescentes qui sont le plus touchées. Parce que les filles sont plus sensibles à la contagion sociale que les garçons. Et elles sont plus sur les réseaux sociaux que les garçons, qui, eux, lorsqu'ils sont sur Internet, sont plus sur les jeux vidéo, les choses comme ça. Pour citer un exemple que je connais un peu, puisque lorsque j'étais interne en pédopsie à Robert Debré, et ça va remonter à plusieurs dizaines d'années,
On est dans les années 90 et là, il y a à peu près 2 salles entières qui sont pleines, remplies par des patientes anorexiques. On était dans les années 90 et c'était l'époque où les premiers blogs commençaient à sortir. Et on voyait sortir des blogs pro-ANA. Alors, il y avait tout un environnement, évidemment. Il y avait tout le monde de la mode, effectivement, qui aussi favorisait hein, la maigreur extrême, etc. Et donc, les premiers blogs pro-ANA ont commencé à sortir à ce moment-là, avec des conseils donnés aux adolescentes pour masquer leur maigreur, donner des objectifs à atteindre en termes de gap au niveau des cuisses. Enfin bon, il y avait des tas de choses comme ça. À Hong Kong, par exemple, dans des cultures où l'anorexie était extrêmement rare, eh bien, l'anorexie s'est répandue comme ça, comme une traînée de poudre, dans les années 90 via les médias. Et il y a eu, à la suite de ça, tout un ensemble de mesures qui ont été prises, hein, de mesures concrètes au niveau, par exemple, des mensurations des mannequins, au niveau même des poupées Barbie, puisque la poupée Barbie était Mmh. un exemple, hein, qui ont été mises en place. Et depuis, moi, je constate que par rapport aux années 90, le nombre d'anorexiques qu'on voit maintenant s'est beaucoup réduit. Oui, Voilà. ça les Alors, Soana ont été interdits, en interdit. fait, ont été interdits. Oui, alors je crois que Vincent a bien, résumé et c'est vrai que, bah, les phénomènes de contagion sociale sont quand même bien connus, bien documentés depuis longtemps. Avec internet, effectivement, ça peut se répandre comme une traînée de poudre, et puis de manière internationale, en fait, hein. C'est vraiment, du coup, un mouvement, peut-être rapide. Et bien sûr, là, on est devant une population où il y a de multiples comorbidités. Et donc on est devant des jeunes tout simplement qui ne vont pas bien et comme ils ne vont pas bien, ils cherchent une solution à leurs problèmes, ils vont sur internet et ben, ils peuvent tomber plus facilement sur ce qui est, le plus répandu, ce qui va être très répandu et effectivement les filles sont plus sujettes à la contagion sociale, donc elles vont aller davantage sur les blogs, discuter, se soutenir et essayer de chercher, des solutions. Et c'est quand même, assez incroyable que, quand il s'agit de dysphorie de genre, on ne peut pas parler, de contagion sociale, quoi. On ne peut pas OK. parler de contamination sociale, on ne peut pas parler de contagion sociale en ce qui concerne cette problématique-là, alors qu'on est devant une population, justement, comme, l'a dit Vincent, Lisa Lippmann a parlé aussi du Rapid Onset, Gender Dysphoria pour montrer justement qu'on n'est plus du tout devant la même population qu'avant, ou à l'époque avec, le Dutch Protocol, dans les anciennes études, on était davantage devant des populations où il y avait pas ou très peu, de comorbidités, qu'elles étaient traitées avant, qu'on entame, un parcours, de réassignation, de genre et là, quelles que soient les comorbidités, ben, on fait avec quoi. C'est «traité à part» entre guillemets. Il me semble qu'il y a un point que il serait important d'exprimer au public parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. C'est de faire la distinction entre une pathologie et un symptôme, si je m'exprime correctement et du fait que les pathologies psychiatriques, en fait, les personnes qui sont en souffrance, expriment une souffrance et vont manifester un symptôme. Il y a une part sociale, en fait, très importante dans l'expression du symptôme et du coup, ils vont, adopter une expression de souffrance qui peut elle, peut être vraiment, culturelle pour le coup. Oui, complètement. Pour moi, effectivement, la dysphorie de genre, c'est un symptôme d'abord. C'est un symptôme. C'est pour ça que le classer comme ça dans une entité clinique à part, je pense que, enfin, ça ne peut pas être interprété en dehors du contexte. Et il y a tout un contexte qui va avec la dysphorie de genre. On reviendra après sur le diagnostic d'angoisse de sexuation pubertaire, etc. Moi, personnellement, la dysphorie de genre prise comme un symptôme, ça ne me dérange pas en termes de dénomination. Mais ça recouvre, en fonction de l'âge de début, en fonction de l'orientation sexuelle, en fonction d'un tas d'autres choses qui vont autour, hein, ça recouvre des mécanismes extrêmement différents. Hein. Il y a les formes à début très précoces qui ont déjà été décrites par des gens comme Zucker, etc., enfin avant par Bailey. On a des tableaux et des mécanismes psychiques qui sont extrêmement différents depuis le petit enfant qui a une non-conformité de genre jusqu'à l'adolescent qui n'a jamais eu de non-conformité de genre et qui va effectivement avoir une dysphorie de genre à début rapide, jusqu'à
à l'homme d'âge mûr qui a eu peut-être quelque chose de l'ordre d'une autogynéphilie qui s'est développée au cours des années, on a des mécanismes extrêmement différents. C'est pourquoi c'est un symptôme qui regroupe énormément de choses et en faire une entité clinique, ça me paraît abusif. Voilà. Pour répondre simplement, j'ai envie de prendre un autre exemple. Quelqu'un qui a de la fièvre, c'est un symptôme, Oui, il n'y a pas d'origine. Donc, quelqu'un qui a un inconfort émotionnel, il peut y avoir plein de mécanismes. Et c'est pour ça que même dans les thérapies, on est plus maintenant à s'intéresser au processus plutôt qu'aux symptômes. Et c'est d'ailleurs complètement. intéressant. On parlera sans doute des évitements émotionnels. En traitement un processus émotionnel, on arrive à apporter des soulagements pour différents diagnostics, que ce soit TOC, TAG, tout ce qu'on voudra. Ouais. Je ne sais pas si ça peut être possible de revenir un peu en arrière sur votre première question sur l'historique. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, peut-être parce que j'habite pas très loin de Didier Pleu, qui a fait les premiers livres. D'abord, il a fait Génération Dolto, mais il a aussi fait les livres sur de l'enfant roi à l'enfant tyran, et puis 10 ans après, de l'adulte roi à l'adulte tyran. Et je ne peux pas m'empêcher de faire ce rapprochement qui ne date pas de 68, mais plutôt de l'après-guerre, dans ce que j'ai cru comprendre, qu'effectivement, à part quelques privilégiés, avant, la vie n'était une vie que de galère, que de labeur, et suivant où on était né, on savait à peu près ce qu'on allait faire comme métier, combien d'enfants on aurait, combien survivraient. Et donc, il y a eu tous ces grands chamboulements, la guerre, et il y a eu aussi des progrès médicaux et technologiques. Donc, on est arrivé d'un enfant auquel il fallait pas trop s'attacher parce qu'il allait, il y avait une chance sur deux qu'il meure, et puis où on avait des vies de frustration, et les parents, dans une certaine logique, se sont dit, bah, mes enfants, moi, je vais leur éviter toutes ces frustrations, je vais leur éviter tous ces efforts. Et on arrive à ces épidémies de LFT, Low Frustration Tolerance, les intolérants à la frustration. Hein, j'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, je fais pas. Et ces gens qui sont, je vais quand même pas faire un effort pour les autres. Et j'ai l'impression que ça s'est développé et que ça a fait caisse de résonance pour Madame Dolto. Oui, il fallait dire que l'enfant était une personne, mais l'enfant n'est pas un adulte. Et donc, on a toutes ces dérives et ça a eu caisse de résonance. Hein, on parlait des anorexiques. Je pense qu'avant les réseaux sociaux, il y a eu la télévision, hein, Oui. l'exemple célèbre des îles Cargo, où quand la télévision est arrivée, l'anorexie est arrivée avec. Hein. Et ce qui ne veut pas dire que l'anorexique était psychologique. Et donc, je crois que c'est vraiment dans ce mouvement. Et on a vraiment aussi une contagion. Moi, je commençais à m'intéresser en lisant des livres qui parlaient plutôt de politique et de sociologie. Hein. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Voilà. Et puis cette victimisation aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce courant-là où moi, je reçois maintenant des patients ou des patientes. C'est scandaleux, on me demande de faire mon travail. Je suis harcelé, faites-moi un certificat. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un point de vue unique ou si ça recoupe vos perceptions. Ah, si, On si, fabrique alors une génération de fragiles, en fait, et c'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer, pardon Pamela, le mécanisme d'évitement après ton intervention Pamela, et la fait que c'est une catastrophe parce qu'en fait on fabrique une génération de fragiles? oui, alors moi déjà, ce que je voulais dire juste, vis-à-vis, du symptôme, du signe, voilà, de la dysphorie, donc effectivement et bon, je suis d'accord avec Vincent et effectivement, on peut se dire que, ben, par le côté justement où, bah, ces jeunes vont voir qu'ils ont certains signes de la dysphorie, c'est-à-dire qu'ils vont rejeter leur corps, qu'ils vont avoir un rejet de leur sexe, une angoisse vis-à-vis du développement, de leur sexuation pubertaire, en tout cas des appareils, secondaires, sexuels et ils vont se renseigner sur internet, ils vont voir ce que c'est la dysphorie de genre et du coup, ils vont inconsciemment mimer le reste, des symptômes, en fait, voilà et c'est ça aussi qu'on va constater fréquemment dans plein de troubles et c'est pour ça aussi qu'il y a des «modes» entre guillemets de diagnostic avec, je suis borderline, je suis Asperger, je suis voilà. Parce que, le besoin de trouver une solution, le besoin de se reconnaître dans un trouble, le besoin de comprendre, va provoquer aussi inconsciemment, bah, ce mimétisme, se dire, voilà, c'est aussi le phénomène des étudiants en médecine, quoi. Ils arrivent, ils voient toutes ces maladies, ils se disent: «Ah ben j'ai ça, moi aussi je l'ai» et cetera, voilà. C'est un phénomène normal, quoi et pour rebondir sur ce que dit Patrick, donc oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui et c'est vrai que là, on a, une génération avec une forte intolérance à la frustration. Et j'aurais tendance à dire que, on a cette génération d'enfants et de jeunes avec cette forte intolérance à la frustration, peut-être aussi parce que on a des parents avec une forte intolérance à la frustration qui ne veulent pas se mettre en conflit avec leurs enfants, qui ne veulent pas cadrer leurs enfants,
qui ne veulent pas être des parents, entre guillemets, «malheureux», quoi. Vous voyez? C'est-à-dire, «Mais c'est trop triste, c'est trop dur d'être en conflit avec mon enfant, je le rends malheureux, j'ai peur du rejet», voilà et on a, malheureusement, des fois des modes, de développement personnel ou, de thérapie, de psychologie positive. Alors je dis pas que la psychologie positive vend forcément ça, mais elle est souvent mal comprise par Mmh, les mmh mh. parents. C'est surtout voilà, il y a une mauvaise interprétation, je pense, de ce qui est dit dans des discours aussi de psychologie positive, C'est notamment ou l'idée d'éducation. que la frustration est une forme de maltraitance, c'est catastrophique Ouais. et ça crée les phénomènes inverses, en fait, Mmh. Exactement. avec une C'est-à-dire Ouais. culpabilisation de l'autorité. exactement. Dans, les thérapies, du développement, on connaît bien ça, ce qui fait partie des besoins fondamentaux, de l'enfant, c'est aussi le cadre. Oui. Le cadre Oui, oui. très sécurisant. Oui. Alors, je vais peut-être prendre la défense des parents. Je pense que les professionnels sont aussi très coupables dans tout ça. Heu, Il y en a Parce qui que, c'est vrai, enfin, on m'a cité Dolto. Bon, Dolto, effectivement, moi, je rejoins tout à fait Didier Pleu, hein. Dolto, ça avait un intérêt dans les années 50-60. Maintenant, effectivement, la société a évolué. On n'est plus du tout dans des attitudes coercitives au niveau éducatif. Heu, mais ce que je veux dire, c'est surtout par rapport à cette histoire de dysphorie de genre, en fait. Euh, les parents, en fait, ils vivent sous la pression de menaces suicidaires. C'est-à-dire que les professionnels leur disent, si vous ne cédez pas, votre enfant va se suicider. C'est quand même fou. Alors que ça va contre toutes les études qui ont été faites, hein, par rapport à tout ça. C'est-à-dire que moi, bon, je suis un tenant de l'evidence-based medicine, hein, la médecine fondée sur des preuves. On a vu ce que donnait le rapport Cass par rapport à toutes ces questions, hein, de menaces suicidaires, en fait. Ce qui fait que ces enfants-là sont plus à risque, c'est qu'ils ont des comorbidités psychiatriques qui sont importantes. C'est que quand on a une comorbidité psychiatrique, évidemment, on est plus fragile. c'est Euh, ça. mais on n'est pas plus à risque suicidaire qu'un enfant qui a un trouble anxieux ou un enfant qui a un trouble dépressif. Et donc, on leur dit à ses parents, ben voilà, si vous ne cédez pas, si vous n'affirmez pas le genre de votre enfant, il risque de se suicider. Est-ce qu'on peut expliquer le mécanisme psychologique de l'évitement et que le fait que l'idéologie transgenre, en fait, fournit à des jeunes la possibilité d'éviter de s'affronter au passage normal, en fait, qui est de mon corps change, je deviens un homme ou une femme, et que ce phénomène est extrêmement toxique, en fait, l'évitement en lui-même. Oui, je pense qu'il y a un mot que j'ai envie de rajouter qui est celui de la réalité. Et la réalité, qu'elle soit biologique, qu'elle soit au niveau des études, qu'elle soit au niveau du risque suicidaire, on a du mal à faire avec la réalité. Alors là, Pamela, vous disiez bien cette notion de prêt-à-penser, en fait. Il y a un malaise, il y a quelque chose, puis d'un seul coup, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et là, d'un seul coup, ça soulage. Et je crois que le problème de l'évitement tourne autour du soulagement émotionnel. Quelqu'un qui est claustrophobe, qui veut monter au huitième étage, bah, il va prendre l'escalier et arriver en haut, c'est ouf, heureusement que j'ai pas pris l'ascenseur, sinon il y aurait eu un malheur. Donc le fait de prendre l'escalier le soulage et va renforcer, hein, quand quelque chose nous fait du bien, on a tendance à le refaire. Et là, je pense qu'il y a un soulagement d'un seul coup. Ouf, voilà. Parce que sinon, ça serait intolérable, ça serait insupportable. Et donc, on va vers vers cette solution. Quelqu'un qui a peur de faire une crise d'angoisse, il va pas sortir de chez lui, il va tout bétonner. Et donc, effectivement, il va se soulager, mais au prix d'un rétrécissement. Et donc, ce mécanisme-là, c'est l'opposé de l'acceptation. L'acceptation que on a un cerveau automatique qui a été programmé pour la survie, qu'on a des cognitions qui essayent qui font des hypothèses, mais qui ne sont que des pensées, et tout ça au service des émotions. Donc voilà, ce prêt-à-penser soulage, donc va être renforcé et on va se bagarrer pour surtout pas affronter la difficulté que j'ai avec ce corps-là, avec ces désirs-là, avec ces attirances-là, et ça me soulage, et donc je vais continuer à être là-dedans. On a affaire avec notre base biologique. Moi, je sais que personnellement, j'aurais aimé me voir avec 20 kilos de plus, mais ma carcasse n'aurait pas tenu, et il a fallu que je fasse avec cette réalité-là. Alors, je l'ai vécu beaucoup moins dramatiquement, et je crois que ce qu'il faut surtout dire, c'est que ces enfants qui sont en questionnement, quelle que soit l'origine de leur souffrance, ils ont une souffrance.
Et le problème, c'est que s'ils vont au plus simple pour avoir un soulagement immédiat, moi je pense qu'on est nombreux à penser que à moyen terme et à long terme, hein, c'est comme le crédit revolving, qu'est-ce que ça fait du bien à court terme, mais à long terme, on en baffe pendant des années. Donc je crois que c'est vraiment ce mécanisme de soulagement qui est proposé dans le prêt à penser. Bon Dieu, mais c'est bien sûr soulagement, et le soulagement va faire que on va s'engouffrer dans le prêt à agir après avoir le prêt à penser. Et le soulagement de court terme renforce le sentiment de phobie, de rejet du corps. Il y a quelque chose qui est auto-entretenu. C'est pas quelque chose de linéaire, en fait. Donc c'est un C'est cercle c'est vicieux. quelque chose qui ne fait que s'accroître. Si on n'a aucune acceptation, eh bien, en fait, ça ne fait que s'accroître dans la phobie et dans le rejet de son propre corps. C'est ça? Et Donc il y a des en fait, angoisse de sexuation pubertaire. À partir de l'angoisse de sexuation pubertaire, il y a un symptôme de dysphorie, quelque part de phobie de son corps qui se fabrique de toutes pièces par l'évitement. Complètement. Mmh. C'est ça et du Oui, coup, toute la difficulté, c'est justement de faire, pour pas renforcer le cercle vicieux, de faire ce sacrifice sur un soulagement sur le court terme, pour du bien-être sur le moyen et long terme. Donc j'accepte, je laisse passer, les émotions, je tolère le mal-être, mmh, et je me sentirai mieux sur moyen et long terme. C'est ce qu'on observe dans énormément de troubles, tous les troubles quoi, hein, quasiment. oui, Donc et c'est pour ça, voilà, donc tout à l'heure quand, on parlait de l'intolérance à la frustration des enfants et des parents, c'était plus pour donner une tendance, mais bien évidemment que du coup, les parents ensuite sont pris en otage, vis-à-vis de cette problématique, précisément, hein. Mmh. oui. Parce que je pense qu'il y a aussi, enfin, pour parler des mécanismes aussi qui renforcent la phobie, il y a cette pathologisation de la puberté et puis il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui, touche beaucoup les adolescentes, hein, c'est, l'accès de plus en plus facile à la pornographie. La façon dont la femme est objectivée, hein, dans la pornographie. Quand je vois sur les réseaux sociaux des trans qui sont, heu, des femmes, hein, à l'origine et qui racontent, enfin, j'assiste à des dialogues entre elles, qui parlent beaucoup, hein, du risque de viol, etc., qui se disent, bah oui, bah, maintenant qu'on est des hommes et qu'on se promène dans la rue, on se fait plus accoster. Voilà, il y a tout cet aspect aussi qui joue dans le désir de transition et d'échapper à ce corps sexué qui peut être objectivé, en fait. Oui, oui et c'est vrai Et que là, dans les statistiques vis-à-vis de l'accès au porno, ça a bien changé effectivement Oui, et c'est maintenant très jeune que enfin les c'est statistiques très montrent que jeune et il y a plus de filles parce qu'au début, c'était ouais, surtout des garçons et il y a de tout à plus en plus de filles qui ont accès maintenant. tout à fait. Pour l'anecdote, il y a Billie Eilish qui a témoigné de ça d'ailleurs, qu'elle était Mmh. tombée dans cette addiction et que c'était vraiment un fléau. On en parle beaucoup moins pour les femmes alors qu'en fait effectivement c'est plutôt actuel, ouais. et là, donc, on a cette notion qui s'oppose à l'évitement, qui est l'acceptation, qui n'est pas la résignation. La résignation, c'est Mmh, subir. L'acceptation, c'est de faire avec. On a à faire avec notre pack de chromosomes. On a à faire avec notre environnement familial, les désirs de générations précédentes ou de nos parents. On a à faire avec le contexte d'où en est la société. Et effectivement, dans ce sens-là, le concept de woke est très positif, dans le sens d'avoir conscience des choses qui sont genrées. Je ne sais pas si c'est le résultat, mais vous voyez, on a été les deux hommes à parler en premier. Je me suis dit, zut, on est encore tombé dans et d'accepter qu'on en est là, dans cette société où il y a de la pornographie, où il y a des réseaux sociaux, où il y a des gens qui ont aucun doute, hein, c'est Bertrand Russell qui disait l'ennui dans ce monde, c'est que les gens sensés sont pleins de doutes et les idiots sur deux. Voilà, on en est là et on a à faire avec. Et c'est ce paradoxe, c'est en acceptant mieux qu'on en soit là, en acceptant mieux le vécu qui va avec. Parce que c'est un problème d'émotion, et bien petit à petit, on a un apaisement au lieu d'avoir un cercle vicieux de renforcement et d'être de plus en plus mal. Voilà. oui, oui. Je on parlera tout à l'heure, je crois, des thérapies, enfin des solutions qu'on peut proposer, mais effectivement cette notion heu, d'acceptation radicale, par exemple, qu'on retrouve dans les thérapies, comportementales dialectiques, hein, qui ont été développées par l'INAM, par exemple, Marshall INAM, heu, ça me semblerait pouvoir s'appliquer tout à fait à ces jeunes. Est-ce qu'on n'a pas une notion aussi de renforcement positif majeur, de ces jeunes, qui ont des problèmes psychiatriques, neuropsychologiques, neurodéveloppementaux, tout ce qu'on veut
et c'est pas neutre, en fait. Derrière le côté réseaux sociaux, il y a le phénomène d'imitation, mais il y a aussi un renforcement social énorme Complètement. qui faussent les statistiques, qui faussent la perception, du trouble. On leur dresse un tapis rouge, il y a un renforcement social, ils trouvent une communauté de personnes, ils sortent de la solitude, ils sont, affirmés par des professionnels, de plus en plus de professionnels, y compris des gens qui se prétendent du côté de la science, hein, aussi. C'est aussi un mécanisme psychologique qui induit un comportement, en fait. C'est aussi une solution aux situations trop fréquentes de harcèlement. Quelqu'un dans la cour d'école qui est pas assez, qui est trop bronzé, pas assez bronzé, trop gros, trop maigre, trop efféminé, trop masculinisé. Et voilà, et quelque part, je pense que c'est un parmi d'autres, c'est un des mécanismes aussi. Et là, d'un seul coup, on retrouve une communauté où on est accepté. Et après, on va s'apercevoir qu'on est accepté que si on rentre vraiment Mmh. et qu'on n'arrive plus à être soi-même. Ouais, complètement. Les témoignages sur les réseaux sociaux ils vont tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire vraiment arriver à trouver une communauté dans laquelle on va être accueilli à bras ouverts. Et alors, à l'inverse, ce qui est très intéressant, c'est de s'intéresser aussi au phénomène des détransitionneurs. Et ces gens-là, effectivement, enfin, l'un des deuils qu'ils doivent faire en premier, c'est le deuil de leur communauté trans, qui les rejette et qui ne comprennent pas, en fait, Voilà. ouais, qui ne les comprennent pas. Donc, Oui. effectivement, il y a toute une attention qui est concentrée sur eux, une espèce d'idéalisation du fait d'être trans, c'est-à-dire qu'un adolescent qui veut devenir une jeune fille, il va pas vouloir devenir une jeune fille lambda, il va vouloir devenir une jeune fille séduisante, attirante, etc. Enfin bon, euh, alors, le phénomène est peut-être moins prégnant chez les adolescentes. On est moins dans une recherche de beauté, encore qu'il y a une espèce de valorisation du côté masculin du Oui. corps, de la musculation, etc. Elles font beaucoup de sport, souvent. Elles investissent beaucoup dans les salles de sport, des choses comme ça. Oui, alors du coup, il y a effectivement, ce phénomène de love bombing là, ce que les jeunes appellent du love Ouais, bombing, c'est que tout d'un ouais. coup, ils trouvent beaucoup d'affection, énormément du coup de renforcement positif parce que, ben, on leur dit en plus qu'ils sont, courageux, courageuses, d'oser le dire, de faire le pas, donc beaucoup d'amitié, beaucoup de liens sociaux, alors que pour beaucoup, ils racontent qu'effectivement, ils étaient en manque justement, de liens sociaux, que c'était une de leurs difficultés, sachant que, dans la période d'adolescence, c'est quasiment normal, d'avoir une anxiété sociale, et d'avoir, des difficultés d'estime de soi et de confiance en soi, hein. C'est-à-dire la peur du jugement, l'importance, très forte de trouver un groupe d'appartenance, de se sentir bien dans un groupe, c'est très, très important. Et donc là, ils vont trouver tout ça et effectivement, ça a un impact très fort. Mais je trouve aussi qu'il y a, effectivement, aussi chez les filles, qui vont passer en garçon, bah, une recherche aussi d'esthétique, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de témoignages de détresse qui disent: «Bizarrement, on va jamais s'imaginer, ou se fantasmer, dans un homme moche, Ouais. dans Et quelqu'un, de chauve. gros Chauve, c'est ça. pauvre». Ouais. Et Ouais. ouais, voilà, hein, enfin, c'est jamais dans ce sens-là, que ça arrive et il y a énormément de codes aussi, je pense, hein, vestimentaires, on se met du vernis, mais on reste avec les cheveux courts, enfin voilà, il y a aussi beaucoup de codes peut-être qui les rassurent, hein, tout simplement. Et qui induisent, en fait, qui poussent ces jeunes à donner des gages à leur communauté. En fait, c'est ça, s'il s'agissait que des codes vestimentaires, mais qui donnent, pour rester dans l'acceptation, ça va façonner leur comportement pour aller toujours plus loin Ouais. dans, du coup, dans ce qui pose problème, en fait. C'est la prise d'hormones, stérilisantes, avec et puis le fait de faire des chirurgies mutilantes, Mmh. irréversibles. Ouais. Oui, puis on est dans les mécanismes aussi d'accommodation et c'est-à-dire que quand la réalité est pas exactement comme on voudrait qu'elle soit, mais, bah, on est quand on s'arrange pour pas être exclu, quoi. Ouais. Mmh. Et il y a un côté aussi peut-être plus sombre dans les aspects positifs, et notamment, je pense à tout ce qui tourne autour, même chez des adolescents, chez les garçons surtout, moins chez les filles, encore que. C'est tout ce qui tourne autour de l'érotisation, l'autogynéphilie. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que Ouais. l'autogynésie? Alors, en fait, ça, c'est très intéressant. Ça demanderait des développements à l'infini parce que
L'autogynéphilie, en fait, c'est un mécanisme qui a été décrit par Ray Blanchard. Ray Blanchard, c'est je crois qu'il est sexologue ou psychiatre au départ, hein, c'est l'un des premiers à s'être intéressé à la transidentité. À l'époque, c'était essentiellement des hommes, en fait, hein. Donc, dans les années 70, à peu fin des années 70, début des années 80, alors c'est un concept qui a été énormément décrié par les militants, parce que Ray Blanchard a décrit en fait deux types de populations parmi les hommes transidentifiés, c'est-à-dire des populations où on avait une non-conformité de genre à début très précoce dans la toute petite enfance et chez des enfants qui allaient évoluer plus tard vers une orientation homosexuelle et qui étaient très, très efféminés, hein, très non conformes au genre masculin. Donc ça, c'était le premier type de population dont Zucker a démontré après que lorsqu'on ne les affirmait pas, comme on le fait actuellement, à peu près 80% de ces adolescents, de ces enfants devenus adolescents, allaient accepter leur corps tout en ayant une orientation homosexuelle pour la majeure partie d'entre eux. Et puis, il a décrit un deuxième contingent d'hommes plus âgés, mais il est probable que l'autogynéphilie commence probablement plus tôt au niveau de l'adolescence. Les liens avec des causes traumatiques sont peut-être assez intéressants à étudier. Et donc, il s'agit en fait, Ray Blanchard, il parle de paraphilie, hein. Donc, pour certains, ça va jusqu'à décrire ça comme une orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'il parle d'erreurs de cible érotique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'hommes qui sont attirés par des femmes, donc qui sont à la base hétérosexuels, mais cette attirance, au lieu d'être orientée vers l'extérieur, donc vers d'autres femmes, se dirige vers eux-mêmes, en fait. C'est une espèce de phénomène un peu narcissique, hein, en miroir, en fait. C'est-à-dire que quand ils voient une belle femme, plutôt que de tomber amoureux d'elle, ils développent une espèce de sentiment de rivalité, de jalousie, et ils veulent lui ressembler, hein. Donc, ils sont attirés par cette beauté féminine, mais ils la veulent pour eux-mêmes. Ils Voilà. sont attirés Alors, sexuellement. Il y a une dimension érotique, il y a à donc la fois une dimension l'investissement érotique des attributs sexuels, le maquillage, les talons aiguilles, les barésilles, oui, alors l'apparence. ça peut prendre des dimensions extrêmement différentes. Blanchard décrit plusieurs sous-types. Il décrit le sous-type, effectivement, un sous-type très superficiel, transvestisme, le type, effectivement, transvestisme, c'est-à-dire qu'il y a une érotisation par le fait de porter des vêtements, des sous-vêtements féminins, et jusqu'à certains, on peut avoir effectivement des formes anatomiques, c'est-à-dire fantasmer sur le fait d'avoir une poitrine féminine, d'avoir des seins, d'avoir des organes génitaux féminins. Et pour certains, ça va même jusqu'à avoir des manifestations physiologiques de féminité, comme avoir des règles, avoir une lactation, etc. Donc voilà, il y a plusieurs sous-types, on va dire, dans l'autogynéphilie. Est-ce qu'on peut dire aussi il y a une érotisation des mutilations sexuelles? Je pense que ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là, puisqu'on a tout un panel, en fait, hein. Euh, alors, parfois, c'est pas complètement érotisé chez certains. C'est une espèce d'attirance un peu romantique. C'est pour ça que les mouvements féministes critiques de genre, hein, et que je comprends très bien, hein, je comprends très bien leur motivation à vouloir lutter contre ça, mais parfois au prix d'une diabolisation. Alors, ce sont des gens qui peuvent réellement, quand ils sont pas dans le déni, c'est vraiment des gens qui sont dans une vraie souffrance, hein. C'est une vraie souffrance. Malheureusement, effectivement, et dans les mouvements trans, on en trouve beaucoup, et surtout parmi les militants, ça constitue, je dirais, le gros de la militance transidentitaire. Et bien effectivement, ils revendiquent le fait de pouvoir investir les espaces féminins, investir les toilettes, etc. Enfin bon, ils ont des tas de revendications comme ça. Et là, effectivement, ce sont des gens qui posent effectivement, Sont extrêmement dangereux. Il y a une qui sont dangereux. fétichisation en fait des attributs, il y a une espèce de chosification du corps féminin et une Complètement. fétichisation Oui. des attributs féminins.
Et oui, derrière le côté, il y a une recherche de validation en fait. oui, Validez-moi dans mon complètement. dans ma paraphilie et Oui, pour ça, l'intérêt pour eux d'aller dans les espaces féminins, c'est de vampiriser, c'est d'être validés dans leur démarche, érotique en fait. oui, complètement, complètement. Alors, bon, c'est un monde, hein, l'autogynéphilie, hein, tous ne sont pas des pervers, Mmh. tous ne Il y en sont a pas qui des sont pervers et conscients aussi. Il y en a qui sont conscients de leur démarche oui, oui, et qui oui, savent oui, mettre oui, des garde-fous et oui, d'autres oui. n'ont aucune limite. Oui. Oui, oui. Et c'est là où intervient en fait le mythe de l'identité de genre. C'est vrai que c'est plus socialement acceptable de dire qu'on est une femme dans un corps d'homme ou un homme dans un corps de femme, plutôt que de dire ben, on a un fétiche sexuel, quoi. Hein. Et c'est pour ça que les militants insistent beaucoup sur cette explication, hein, qui n'a aucune validité scientifique, hein, il faut bien le dire. C'est vraiment absolument. Mais le problème, c'est que les professionnels de la santé mentale, se sont emparés de cette explication et la tiennent pour vraie alors qu'elle n'a aucun support réel. D'ailleurs, on est dans une démarche politique. Pardon, Complètement. parce que quand on parle d'identité de genre, bah, c'est un mouvement transidentitaire qui s'appuie sur une démarche idéologique, entre guillemets politique, pour justifier des traitements médicaux et chirurgicaux sur des enfants de plus en plus jeunes, sans aucune limite et sans aucune critique, sans aucune analyse. On a une interface de 2 choses qui sont incompatibles entre elles, en fait. Si c'est politique, Complètement. c'est pas médical. Si c'est médical, ça peut pas être politique. Complètement. Oui, Et, je voulais rajouter parce que je revendique ma position d'artisan de base et j'aime bien les choses un peu simples. Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable. Je crois que c'est Paul Valéry. Moi, j'avais retenu des années 80, des années de formation, j'avais retenu qu'il y avait vraiment une grande différence entre le transvestisme qui recherche du plaisir sexuel et le transsexuel où c'est pas du tout un problème sexuel. Moi, j'avais retenu cette distinction. Et donc, en fait, le travestisme voulait avoir plus de plaisir et le transsexuel voulait avoir moins de déplaisir, en quelque sorte. Et j'ai l'impression qu'actuellement, en ce qui concerne tout ce qui est des enfants et des adolescents, c'est plutôt d'éliminer une gêne, une frustration, un inconfort, une incongruence. C'est plutôt d'enlever du négatif plutôt que d'apporter du positif. Hein. Si je prends du champagne, c'est soit parce que ça me fait du bien, ou soit parce que je suis alcoolo et ça m'enlève mon manque, ça m'enlève mon mal. Mais le résultat est le même. On parlait tout à l'heure de symptômes, le résultat est le même. Je prends mon alcool, mais c'est pas le même mécanisme. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a toutes ces moi, ceux que j'entendais, dont j'entendais plutôt parler, et pas trop pris en charge, parce que je considérais qu'il fallait qu'ils soient pris en charge par des équipes spécialisées, c'était plutôt des gens qui, à l'ancienne, ressentaient une attirance homosexuelle et c'était mieux de se marier. Et puis après, ils se rendaient compte que ça leur allait pas et ils pouvaient, pour certains, transitionner. Ça, c'était l'histoire classique et c'était des hommes en général. Et le travestisme, c'était vraiment un autre monde. Là, effectivement, je suis en train d'apprendre, grâce à vos reportages, Sophie, qu'il y a ce mélange dans les plus âgés. Mais je pense que les enfants et les adolescents, c'est plutôt, ils veulent soulager. Ils veulent soulager une gêne, une frustration, un inconfort. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose pour avoir du plaisir. D'ailleurs, il semblerait que les opérations, les hormones, ça ne rend pas si simple que ça l'accès au plaisir sexuel. je Alors, suis pas. moi, Oui, si je peux juste, en fait, moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais plutôt tendance, à être d'accord avec, Patrick, mais en termes de tendance. C'est-à-dire que chez les garçons, effectivement, et d'ailleurs, d'après, les recherches et cetera qu'il peut y avoir. Après, c'est vrai que l'autogynéphilie maintenant, vu que le problème est devenu politique, est relativement tabou parce que là, du coup, il faut pas parler de fétichisme et cetera, ça devient compliqué. Mais effectivement, il semblerait que dans les populations des personnes plus âgées, c'est-à-dire les hommes de 50, 60 ans, il y ait, davantage d'autogynéphilie. Alors chez les jeunes, majoritairement, effectivement, on dirait qu'on voit bien qu'ils veulent enlever un mal-être. Il y avait une étude, là sur des jeunes où on voyait qu'ils pouvaient avoir aussi pas mal, encore une fois, comme les filles, hein, mais de traits autistiques, de visions négatives, notamment à cause du porno d'ailleurs, des hommes et du oui, masculinisme et du côté très viriliste qu'ils rejettent.
Aussi, une difficulté à s'accepter, à accepter son corps, pas assez musclé, pas assez beau, et donc je ferai pas un bel homme, donc est-ce que je ferai pas une meilleure femme? Mais on voit aussi notamment des témoignages, sur, Reddit ou autre, c'est une mine d'informations, hein, Oui, oui, oui. des garçons qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'autogynéphilie, et notamment des témoignages où ils pensent vraiment que les femmes, en se mettant du vernis à ongles, sont excitées, en s'épilant, sont excitées, alors qu'en fait non. Et qui découvrent, voilà, j'ai vu il y a pas longtemps, ça, un jeune homme qui découvrait qu'il était dans l'autogynéphilie. Donc je pense pas que ce soit un pourcentage, important, et en tout cas, je pense pas que ce soit au degré de certaines personnes, et notamment, des hommes, Des leaders de transféminins. mouvement, des leaders Les de leaders de mouvement. mouvement, exactement, les leaders de mouvement qui, eux, à mon avis, ne sont pas innocents. Voilà. Est-ce qu'on peut pas dire que quelque part, la création de l'enfant transgenre, c'est ça, c'est le concept même d'enfant transgenre, alors que les transsexuels old school disaient il faut vraiment transitionner à l'âge adulte, pour sinon les conséquences sont désastreuses. Mais la création de l'enfant transgenre, est-ce que c'est pas un paravent pour se protéger, pour les autogynéphiles, pour banaliser, leur fétichisme des attributs sexuels féminins? Qui du coup rejaillit sur la complaisance médiatique, sur des moyens, en termes de communication et sur les réseaux sociaux qui sont phénoménaux, y compris des moyens financiers, Ouais. pour favoriser cette propagande auprès des enfants. Parce que quel que soit le ressenti des enfants par rapport à leur corps, elles viennent pas de nulle part, ces idées de dysphorie, de je suis dans un esprit né dans un autre corps, et cetera. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, Mmh. qui leur Bah, a été insufflé. complètement. Et d'où la création de ce que moi j'appelle la religion de l'identité de genre. C'est-à-dire que on naîtrait avec une identité de genre qui serait à la fois innée et immuable, hein, inchangeable. Et ça, on le retrouve, y compris jusque dans les flyers du planning familial. Là, actuellement, j'en ai repéré un qui circule sur les réseaux sociaux. Ah, L'identité de genre est innée et immuable. Quand on regarde les histoires des transitionneurs, on voit que c'est absolument pas vrai. Et alors, moi, effectivement, Reddit, c'est une source d'informations extrêmement intéressante. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié les récits des transitionneurs et des transitionneurs, enfin des trans, et en fait, parce que au départ, je voulais essayer de savoir, est-ce qu'il y a une différence en fait? Est-ce que ceux qui détransitionnent sont fondamentalement différents de ceux qui entament une transition? Eh ben non, c'est exactement les mêmes. Alors, ils ont tous des mécanismes multiples, hein, mais parmi les détransitionneurs, on voit aussi des gens qui ont des dysphories anatomique extrêmement importante, extrêmement sévère. C'est juste, la seule différence, c'est qu'ils ont pris conscience de la réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience qu'il était impossible de changer de sexe. C'est juste une prise de conscience, c'est la seule chose qui fasse différence entre les détransitionneurs et les trans. Alors j'ajouterais qu'ils ont pris conscience de la réalité, et que pour certains aussi, ils ont pris conscience de l'incohérence du discours, Du de discours trans, tout l'idéologie. à fait transidéologique. Oui, Exactement, où les trans disent: «En fait, ça n'a pas de sens puisque rien ne définit une femme, rien ne définit un homme. Alors pourquoi se exactement, mutiler? Pourquoi prendre des hormones? Ça n'a pas de sens». exactement. je crois que là, on a employé un mot Vincent, vous avez employé le mot de religion. Moi, j'avais appris dans les années 90, lors d'une formation pour la prise en charge de ce qu'on appelait autrefois les pédophiles, qu'on appelle maintenant les auteurs d'agressions sexuelles, Oui, un Canadien qui distinguait dans les savoirs, il distinguait les connaissances, dans une démarche scientifique, il distinguait l'expérience et il distinguait les croyances. Alors, il ne s'agissait pas d'être tout le temps dans un seul domaine, mais quand on avance quelque chose, il s'agissait de dire là, c'est quelque chose qui est établi, ou là, c'est mon expérience, ou là, ce sont des croyances. Et effectivement, les pensées ne sont que des pensées, et là, on est face à une croyance, et une croyance, c'est la base d'une religion. Et tant qu'il y a un croyant qui porte son discours, là, ça va perdurer. C'est Jean Cotreau, dans son livre, je crois, Les Visiteurs du Soi, qui cite le Maquet de Mesmer au XVIIIe siècle, qui a donné lieu à la première étude en double aveugle, en double insu, et qui a montré qu'il n'y avait aucun effet du magnétisme animal, mais ça a perduré encore 100 ans, tant qu'il y avait des croyants
Donc la psychanalyse, ce sont des croyants, l'homéopathie, ce sont des croyants, et là, on est affaire à des croyances, et c'est très difficile. Moi, je sais que j'aimerais bien avoir plus étudié la sociologie pour comprendre comment ça nourrit ces croyances, et là, on va dans quelque chose comment on va pouvoir faire ça pour justement pour arriver avec la réalité, puisqu'il y a un prêt à penser sur la réalité. Ouais. Oui. Et c'est- Alors si je peux préciser, pardon, en fait, là, tu vois, tu parles de croyance, tu mets ce mot-là, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut préciser, et notamment pour les jeunes et le discours qu'ils ont sur les blogs, transidentitaires et cetera, c'est le sentiment. Ils parlent de sentiment, sauf qu'un sentiment, c'est un mélange de pensée et d'émotions. Donc du coup, ils ne se rendent pas compte qu'à cause d'activation d'émotions négatives, parce qu'il y a un inconfort, quelle que soit sa source, en tout cas, il y a un inconfort avec son corps, cette émotion, elle va rentrer en interaction avec du coup des pensées, des interprétations et que ça va créer un sentiment, voilà, et que ce sentiment, malgré tout, est construit par aussi, des croyances. Et ce Et qu'on ça, ils ressent, s'en rendent pas. et ce qu'on Ah oui, ressent, c'est la vérité. Oui, 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 les c'est ça. croyances, les émotions. C'est bien, c'est Ouais. pas bien, ça se fait pas, ça me gêne, j'ai peur, je suis mal avec ça. Ça, c'est la vérité. L'un des pays où on fait le plus d'opérations de transition de l'homme vers la femme, c'est l'Iran quand même, il faut le savoir. Donc, parce qu'effectivement, il est mieux accepté socialement d'être transgenre que d'être un homme homosexuel. C'est obligatoire, en fait. Sinon, vous Oui, mourrez. c'est Transitionner, ça, ouais, ouais. c'est ça. Aujourd'hui, c'est le cas aussi au final chez les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages, de jeunes qui disent: «Quand j'ai dit que j'étais lesbienne, il s'est rien Oui. passé, voire même ça a été mal accueilli» et notamment, par amis et famille, hein, d'ailleurs. Par contre, quand j'ai dit que j'étais trans, j'ai été célébrée, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, ça s'est créé, à cause de l'homophobie au final et aujourd'hui, on est devant une idéologie, qui est relativement homophobe, quoi, hein, parce que Oui, Extrêmement ah mais violente. complètement. Et on voit de plus en plus des mouvements homosexuels LGB qui se disent LGB sans le T et qui luttent effectivement contre les transitions et l'affirmation de genre des mineurs de plus en plus. Alors, ça s'est beaucoup développé surtout dans les pays anglo-saxons parce qu'ils sont un peu en avance là-dessus sur nous, mais ça commence maintenant à se développer un petit peu dans les milieux homosexuels français, mais beaucoup moins. Il y a quand même beaucoup de retard par rapport à ça. oui, oui, on a LGB Alliance, par exemple. Oui, c'est ça, LGB Alliance. LGB Alliance. Et oui, parce que du coup, les hommes transféminins vont aller dire aux femmes qui sont lesbiennes que ce sont des femmes et qu'elles sont transphobes si jamais, elles C'est ne sont ça. pas attirées par eux. Et pareil, inversement pour les homosexuels, Oui, où ils voient, dans leur milieu, du coup, de plus en plus, de femmes transmasculines qui viennent leur dire: «Si, si, je suis un homme, je suis homosexuel», quoi. oui, Et ils en viennent, c'est pas d'après certains témoignages et cetera, notamment j'avais vu ça au Québec, bon c'est des témoignages encore, «on n'y croit pas» entre guillemets, mais où, les homosexuels du coup, font des soirées très privées pour être vraiment entre hommes quoi, oui, 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 Retourne dans la clandestinité. Oui, dans oui. la oui, clandestinité. Donc c'est-à-dire que du coup, on les amène avec cette idéologie qui du coup est régressive à bien des niveaux, mais aussi en ce qui concerne le mouvement pour les homosexuels et lesbiennes, à repartir dans le placard. Ils doivent se cacher, ils doivent encore se cacher pour être tranquilles quoi, pour Alors oui. être entre En Australie, des groupes d'homosexuels, donc gays hommes, ont obtenu dans la loi le droit, mais c'est tout récent, d'avoir des espaces privés strictement masculins, pour justement ne pas être pollués par, des femmes, oui, transmasculines. Mais les ouais, femmes lesbiennes n'ont pas obtenu ce droit et se sont fait exactement, condamner en justice parce ouais, qu'elles n'ont pas obtenu le droit de refuser la Oui, présence oui. d'hommes transféminins dans leur cercle. Là, on ouais. voit le côté Mmh. totalement Voilà, le Ah plus oui. on y régressif qui soit, le plus rétrograde qui ça se c'est pas le patriarcat, avec c'est c'est du patriarcat paillette, du patriarcat gauchiste, donc il y a écrit progressiste dessus, donc il faut se fier à l'étiquette sur le bocal, mais le contenu du bocal, on s'en occupe pas. exactement. Je voulais rajouter, là, vous décrivez bien la situation actuelle. Dans ce qui a fait le terreau de tout ça, je voulais revenir aussi un petit peu en arrière sur cette notion de sexualité de l'enfant. Je pense que ça, moi, dans ma clinique personnelle, dans les thérapies de couple, même dans les thérapies individuelles pour des mal-être, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Et ça s'appelle une croyance.
je pense ça a aussi contribué à faire le lit de toutes les dérives qu'on a maintenant, c'est-à-dire de considérer que l'enfant, alors voilà, on a des échographies d'enfants qui soi-disant se masturbent dans le ventre de leur maman, pas du tout, ils ont un contact entre la main et le sexe et c'est tout. Tant qu'on a les hormones ne se sont pas mis en route, et là on va peut-être parler de puberté, c'est abusif de parler de sexualité. Un enfant, bien sûr, on a des yeux, on voit des enfants qui se tripotent parce qu'ils ont trouvé qu'en tripotant entre leurs jambes, ça leur fait du bien, mais c'est pas la même chose qu'un plaisir sexuel adulte, c'est de l'ordre de quelqu'un qui cherche une bonne position dans un bon fauteuil, c'est quelque chose de plus sensoriel. Et je pense aussi que cette croyance issue de la psychanalyse, où Freud s'est pris les pieds dans le tapis en prenant ses hypothèses pour la réalité, et là on est aussi, ça a contribué, en tout cas moins dans les débuts, je pense, assez malentendu de considérer l'enfant comme un objet sexuel. Effectivement, c'est bien plus loin que ce que vous décrivez maintenant, qui est une situation compliquée et avec beaucoup de souffrance et de rejet. Je vous propose, si vous voulez bien, qu'on aborde la deuxième partie de cette émission, savoir comment on accueille ce type de plainte. Vous êtes psychiatre et psychologue et vous êtes tous psychothérapeutes. Comment est-ce qu'on accueille ce type de plainte, ce type de discours transidentitaire? Parce qu'on est face à un phénomène de radicalisation. Et bien sûr, si vous vous opposez frontalement à ce discours, les patients y reviennent plus. Comment, il y a un dilemme aujourd'hui en tant que thérapeute. Comment est-ce que vous accueillez et comment est-ce que vous analysez ce type de plainte? Plus qu'un dilemme, moi j'entends des collègues qui ne souhaitent pas prendre parti dans les débats parce qu'ils se disent je vais me faire stigmatiser, je vais me faire étiqueter et ça fera un thérapeute de moins accessible pour des soins. C'est vrai. Alors qu'il y a déjà un manque d'accès aux soins criant, et ce qui ouvre le champ à des tas de ni psychologues ni psychiatres autoproclamés qui font n'importe quoi, qui proposent n'importe quoi. Et puis maintenant, pour accueillir, moi j'ai envie de dire, on accueille comme tout patient qui vient avec un problème. On est dans l'acceptation inconditionnelle de ses émotions, de son ressenti, et la façon de travailler ne peut être que dans une relation de collaboration. Hein, il y a la métaphore du patient qui est spécialiste de lui-même, et nous qui sommes les spécialistes qui avons collecté comment aller dans le mur et s'en sortir, et on a à faire un transfert de technologie, c'est-à-dire là. Et effectivement, on est dans l'acceptation inconditionnelle. La personne qui vient, elle est persuadée que, elle ressent que. Et effectivement, avant de commencer à faire quelque chose, on a à s'assurer qu'il y ait cette relation où la personne se sent dans une acceptation inconditionnelle. La différence majeure quand même là avec cette population-là, c'est que dans n'importe quelle autre problématique, on peut se permettre au bout d'un moment quand même, avec la confiance, de confronter peut-être des fois un petit peu plus les patients vis-à-vis de leur déni ou de leurs évitements. Là, à cause de la politique, on n'a pas le droit. Pas qu'à cause de la politique, à cause de la croyance. Tout à l'heure, on a évoqué l'anorexie, et moi, je compare souvent les croyances des anorexiques. Une anorexique qui est persuadée qu'elle doit être à 14 ou à 13 d'IMC, si on la confronte, on aura le même risque, même si ça n'a pas été amplifié par le... Tout dépend à quel moment on va la confronter, tout dépend comment on va la confronter. Mais à un moment donné, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, ben là, c'est votre anorexie qui parle, peut-être. L'autoconfrontation, si on l'aide à se rendre compte des cercles vicieux, bah oui, Oui, ça vous a soulagé que, bah oui, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là où, en fait, la personne en arrive elle-même, hein, l'histoire du cercle vicieux, on ne le considère pas comme un prêt-à-penser supplémentaire. On les aide à se rendre compte que, ah bah oui, finalement, à chaque fois que, hein, un grand monsieur, Ovid Fontaine disait, la thérapie, c'est l'analyse fonctionnelle en marche. C'est-à-dire qu'en fait, en aidant les gens à se rendre compte des cercles vicieux, bah, finalement, ils ont eux-mêmes, on change la façon de poser le problème et ça leur permet eux-mêmes d'avancer. Je crois que vraiment, cette histoire de confrontation, elle est importante, mais elle se résout si on est dans l'alliance et si on aide la personne par un questionnement. Socrate à Freud, hein, par un questionnement, on arrive à ce que les gens eux-mêmes, bah oui, finalement, peut-être que c'est plus compliqué que ça. bien sûr. Voilà. Mais C'est moins là, d'expérience là-dedans, mais juste pour préciser des fois, c'est-à-dire qu'on entend des discours où on a des parents ou des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au niveau psychothérapeutique pour leurs enfants. Sauf que voilà, je pense que c'est important que les gens sachent que il y a la loi de janvier 2022 peut nous accuser de thérapie de conversion Oui. si on commence à remettre en question une croyance vis-à-vis de ça. Mais cela dit, effectivement,
Et d'ailleurs, tout comme Boris Gimple l'écrit dans son dernier ouvrage, de toute façon, le biais par lequel on prend cette problématique, c'est, ben, on regarde les comorbidités, on travaille sur les Exactement. comorbidités et on va sur l'acceptation du corps aussi, quoi. Parce que souvent, il y a les troubles du comportement alimentaire, il y a un stress post-traumatique, Mm. il peut y avoir ben, un TSA. Et donc, quand on allège tout ce que provoque le TSA, tout ce que provoque le trouble du comportement alimentaire, etc., bah, du coup, on améliore une meilleure tolérance aux émotions, une meilleure acceptation. Mm. Et voilà, c'est ça qui va Oui, aider aussi, quoi. oui. Je rejoins tout à fait ça par rapport à l'anorexie. Les conditions anorexiques, elles ne sont pas acceptées. Enfin, elles ne sont pas renforcées et validées par la société. Alors que euh, la dysphorie, elle va être acceptée, validée, puisque le seul modèle actuellement qui soit accepté socialement et reconnu par la communauté, c'est l'affirmation. Donc, c'est là où il y a un vrai problème. Et je pense que, alors, la première chose, je crois, enfin, en dehors du fait de créer une relation de confiance avec le patient ou la patiente, c'est quand même d'avoir une vraie analyse clinique de ce qui se passe, quoi, de ne pas en rester au diagnostic de dysphorie de genre. C'est Mhm. qu'est-ce qu'il y a à côté, et souvent on découvre des choses qui s'accumulent, c'est-à-dire des problématiques d'attachement, des traumatismes complexes et répétés, et on se dit bah il faut peut-être déjà commencer par traiter ça. Voilà, on Une va peut-être laisser un petit homosexualité une homophobie intériorisée, complètement, beaucoup de jeunes filles, une misogynie intériorisée. complètement. Et puis, les troubles du spectre de l'autisme, vous êtes, Pamela et Vincent, vous avez bon patientèle des personnes Oui, autistes. On peut expliquer aussi en quoi est-ce que la psychoéducation de l'autisme peut permettre aux personnes de prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'elles ressentent comme un oui. diagnostic de dysphorie de genre alors que ça n'a rien à voir? Oui, oui, oui. Alors, expliquer aux autistes aussi, effectivement, aux personnes autistes, qu'ils ont quand même une façon très particulière d'analyser, de voir le monde. Ils ont une façon très catégorielle de classer les choses. Ils ont du mal, ils ont des difficultés avec la nuance. Souvent, par exemple, le fait pour un garçon d'apprécier des choses qui sont plutôt féminines, pour eux, c'est un signe qu'ils sont des femmes. Enfin, ils peuvent facilement l'interpréter comme ça. Ou pour une fille, alors, avec le fait qu'en plus, ça a été décrit il y a longtemps par Baron Cohen, euh, que l'autisme, c'est quand même une espèce de surspécialisation masculine du cerveau. Donc les femmes, elles sont souvent, les filles autistes, elles ont souvent des caractéristiques un peu androgynes. Elles ne s'intéressent pas forcément à la féminité. Pour elles, ça ne veut pas dire grand-chose, se maquiller, etc., prendre soin de soi, être coquette, c'est pas... Voilà, être dans la séduction, c'est pas leur truc. Voilà. Sachant que les sources sont diverses et qu'on a affaire à une population de jeunes qui sont en souffrance psychiatrique ou ayant des troubles neurodéveloppementaux, pas forcément diagnostiqués, et un ensemble, parfois du trouble du stress post-traumatique lié à des violences sexuelles, à toutes sortes de choses, homophobie intériorisée, misogynie internalisée. Est-ce que le soin passe pas par la prise de conscience des mécanismes internes qui ont pu conduire à la croyance et le fait que l'angoisse de sexuation pubertaire, c'est un mécanisme qui est tout à fait naturel? Est-ce qu'on peut le préciser ça aussi? Parce que les gens font un monde d'un truc qui est tout à fait banal, indépendamment des problématiques psychiatriques. C'est normal d'avoir des angoisses lorsqu'on traverse l'adolescence. C'est une Oui, épreuve pour tout le monde. c'est pour ça que Vincent tout à l'heure parlait du fait que du coup on pathologise la puberté, c'est-à-dire Oui. que c'est normal à la puberté d'avoir un temps, c'est un phénomène d'adaptation en fait normal. La puberté est une période d'adaptation. Donc du coup, il peut y avoir ce qu'on peut mettre dans n'importe quel «trouble» entre guillemets de l'adaptation, mais qui est normal, tout comme, lorsqu'on a des perturbations émotionnelles quand on vit un deuil, c'est normal, on n'a pas à le traiter véritablement. Donc là, c'est la même chose. Donc du coup, il y a un temps d'adaptation qui peut être, complexe, avec une difficulté à accepter, son corps, avoir une difficulté d'estime de soi, de confiance en soi, d'apprentissage, à trouver, son identité, son groupe, comment je m'exprime, comment voilà. Forcément, à l'adolescence, tout ça est très marqué, voire même des fois très stéréotypé. D'où le fait que très souvent d'ailleurs, on parlait des personnes TSA tout à l'heure, donc pour, notamment, les filles, bon même les garçons aussi, mais les filles qui du coup n'ont pas forcément ces codes-là de féminité, qui ont plus de mal avec ça,
Pendant toute l'école primaire, en fait, très souvent, il y a pas de problème, à part des problèmes anxieux, mais les problématiques sociales, véritablement, et d'anxiété sociale, de phobie sociale, deviennent très fortes, justement, à l'adolescence. Parce que là, leurs différences avec les autres vont être beaucoup plus fortes. Ouais. Et du coup, tout leur mal-être va être décuplé, et notamment vis-à-vis de l'acceptation du corps, et cetera, sachant qu'en plus, ça rentre en interaction avec, les signes et les manifestations du TSA qui peuvent être notamment, une difficulté, de proprioception, d'être bien dans son corps, de ressentir certaines sensations interoceptives internes, des sensations et notamment de libido peut-être aussi. C'est-à-dire, très souvent, là, on entend, justement, l'orientation sexuelle qui n'en est pas vraiment une du coup, mais d'asexualité. Oui, chez les autistes, il peut y avoir très peu de Totalement. Oui, Et oui, oui. effectivement. donc on a le droit à plein de petites cases, mais voilà, c'est dû aussi aux manifestations de l'autisme. Oui. Pour rebondir là-dessus, je crois qu'il y a eu des études sur l'impact des groupes d'habileté sociale chez des adolescents autistes dysphoriques. Et on a pu montrer que l'augmentation des capacités d'interaction sociale en fait diminuait la dysphorie. Face à de telles situations, il est très important d'avoir une véritable analyse clinique, de ne pas se contenter du diagnostic de dysphorie de genre. Il faut vraiment aller chercher le développement précoce, les événements de vie, dans quel cadre on se situe, quel est le mécanisme de la dysphorie. Est-ce que ça a commencé très tôt? Est-ce que ça a commencé plus tard? Est-ce qu'il y a des problématiques liées à l'orientation sexuelle? Et je pense qu'il faut vraiment pouvoir adapter au cas par cas en fonction de ce qu'on va découvrir. Il y a une vraie analyse clinique. Et ça, c'est ce que je constate, c'est que ça n'est, la majorité du temps, ça n'est pas fait. Il n'y a pas Oui, d'analyse clinique, on se contente d'un diagnostic de dysphorie de genre. Moi, j'ai vu, et y compris hein, dans les services spécialisés, c'est ça qui me mais terrifie. oui. Il y a des consultations spécialisées dans les grands hôpitaux, dans les CHU, etc. Enfin, moi, j'ai eu des cas comme ça que j'ai dû suivre et pour lesquels le diagnostic avait été fait sur la base de 2 consultations. Voilà. Et L'affirmation du patient, ce qui ne se voit nulle part ailleurs. chez un gamin de 8 ans, voilà, Oui. donc à qui, à un moment donné, on a proposé des bloqueurs de puberté. Et oui, c'est-à-dire que pour n'importe quel normalement, pour n'importe quel cas clinique, n'importe quel patient qui vient, on va faire une analyse complète de l'anamnèse, de l'histoire. On va essayer de décrire les situations problèmes et notamment en TCC de manière très basique. Voilà, on va regarder les situations cibles problèmes, dans quel contexte la personne va ressentir telle émotion et du coup va avoir tel sentiment et telle pensée, telle interprétation qui peut amener du coup à des comportements, comme, de l'évitement, du surcontrôle qui va augmenter en fait le mal-être et c'est là où on parlait justement, de Barlow, des évitements et du fait d'accepter les émotions. Mais normalement, pour n'importe quel cas et surtout normalement s'il y a enfin avec de l'autisme, je pense que c'est une évidence qu'on peut commencer à se dire: «Bon, voilà, ça peut être des petits jeunes, qui vont, mal interpréter certaines sensations, certains comportements». C'est-à-dire que c'est très fréquent dans le TSA que les personnes veulent surcontrôler leur corps, leurs réactions et même leurs réactions, leurs pensées. C'est-à-dire qu'ils développent très souvent enfin, c'est très fréquent chez eux les troubles obsessionnels, que ce soit des TOC mentaux, des phobies d'impulsion parce qu'en fait, ils ne supportent pas n'importe quelle pensée intrusive ou émotion qui s'active sans vouloir mettre du surcontrôle dessus. C'est-à-dire que, voilà, toute personne TSA est différente, mais ce phénomène-là de surcontrôle est très fort. Voilà. D'où le fait qu'on peut voir chez certaines jeunes filles, j'étais à un colloque sur le trouble du comportement alimentaire l'année dernière, où maintenant, on voit chez certaines jeunes filles, petites filles, qui vont avoir, 7 ou 8 ans, des troubles du comportement alimentaire très intenses et en fait, elles ont des traits autistiques. C'est-à-dire que très tôt, il y a un besoin de contrôle, le corps ne doit pas bouger. Voilà, il doit rester le même. Donc il y a un besoin de prévisibilité et il faut pas qu'il y ait de mouvement. Et n'importe quel trouble anxieux est quand même caractérisé par ça. C'est-à-dire que, quand on a une phobie de la maladie ou une hypocondrie, on commence à devenir, hyper vigilant sur n'importe quel symptôme qui émerge. Il faut plus de changement. On ne veut pas de changement et plus on est dans le contrôle, moins on veut du changement, plus on est dans l'intolérance au changement et cetera et cetera.
Au niveau de l'adaptation, voilà, ça crée des cercles vicieux, dramatiques et ça devrait être fait pour n'importe quel cas, pour n'importe quel signe, symptôme qui nous est amené et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui est dramatique, c'est que ça il y a un sous-diagnostic de l'autisme chez les filles, particulièrement chez les filles qui n'ont pas de déficience intellectuelle, voire qui peuvent présenter une suréfficience intellectuelle et on a ça souvent ça dans la population des jeunes qui se disent trans et on a des jeunes qui sont donc sous-diagnostiqués parce que la clinique de l'autisme, elle est calculée sur les garçons, les manifestations chez les filles sont Oui, pas identiques. tout à Et fait. elles sont orientées vers des services spécialisés en autisme. Elles ne sont pas diagnostiquées, mais elles sont orientées vers les services de genre pour aller Oui, vers la médication, la mastectomie, la prise de testostérone. C'est mais dramatique. oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que même quand c'est diagnostiqué, le diagnostic de dysphorie efface C'est tous les assuré. autres. Et c'est ça qui est grave. C'est que moi, le jeune auquel je faisais référence, c'est un jeune pour lequel on avait diagnostiqué un TSA. Mais le fait qu'il ait été TSA, ça les a pas empêchés de l'orienter vers le train de la transition. Voilà. Alors, bon, c'est une histoire qui s'est bien terminée, je ne vais pas la raconter en détail, mais euh, le fait qu'un diagnostic efface tous les autres, ça, c'est quand même quelque chose enfin, qui s'est jamais vu, quoi, qui s'est C'est une jamais vu. négation de la démarche psychothérapeutique. Ce qui est Oui, hallucinant. et puis de la Parce qu'après, démarche c'est des clinique. psychologues et des psychiatres. C'est-à-dire qu'on va médicaliser une problématique psychique. Oui, Mais ça ah se ben voit nulle part complètement. ailleurs. Complètement. Il y a quand même une sacrée arnaque dans le discours, y compris des professionnels, sur les bloqueurs de puberté et leur prétendue innocuité. Parce que ils vous disent, alors ils prennent pour prétexte le fait que c'est prescrit dans les pubertés précoces. Sauf qu'une puberté précoce, c'est un état pathologique. Ce sont des gamins qui commencent leur puberté à 6 ans, à 5 ans. Donc effectivement, à cet âge-là, il est normal effectivement de vouloir bloquer une puberté parce que le cerveau en développement de l'enfant n'est pas à même de pouvoir effectivement supporter ça. Mais bloquer une puberté naturelle qui va avoir lieu entre 11 et 13-14 ans, là, c'est autre chose parce que d'un point de vue psychique, il se passe des choses extrêmement importantes au niveau du développement cérébral qui ont lieu sous l'impulsion des hormones sexuelles. Et il y a des connexions, il y a des nouvelles connexions qui se créent, il y en a d'autres qui sont supprimées, etc. Enfin bon, c'est une espèce de tempête qui se passe au niveau du développement cérébral au moment de la puberté. Et si tout ce développement ne se fait pas au bon moment et de façon synchrone avec la poussée pubertaire, eh bien, ça va créer des problèmes par la suite parce que soit ça ne se fera pas du tout, soit ça se fera d'une façon désordonnée. Ce développement cérébral, il y a quand même des études qui montrent que les bloqueurs de puberté, au niveau cognitif, ça a des répercussions. C'est-à-dire il y a quand même des pertes au niveau cognitif, au niveau du QI global, par exemple. Je ne parle pas là du développement osseux, puisque la puberté, c'est aussi la période de la vie où, sous l'influence des hormones sexuelles, la majeure partie du capital osseux va se former pour pratiquement toute la vie. C'est-à-dire qu'il y a une minéralisation accrue, etc. Il y a une croissance. Donc, et on retrouve des enfants après qui, vers l'âge de 20 ans, quand ils ont été pendant 3-4 ans, voire plus, sous bloqueur de puberté, vont développer une ostéoporose qui va être équivalente à celle de petits vieux de 80 ans. Et puis, alors j'ai vu aussi récemment le témoignage d'un jeune détransitionneur à qui on avait prescrit à 11 ans des bloqueurs de puberté et qui là maintenant est en faculté à l'âge de 18-19 ans et dit moi je suis ma taille est inférieure à celle des gamines du collège et en plus j'ai des problèmes liés à ma déminéralisation et j'ai des douleurs partout. Donc En plus de l'arrêt quand du on développement sexuel, parce qu'on fabrique des personnes, des adultes qui seront asexués, tout à fait, alors qu'ils vont être stériles en plus, c'est-à-dire stériles et qu'au bout d'un asexués. certain alors c'est un mensonge quand on dit que c'est réversible, c'est un mensonge, on ment, c'est pas vrai. Et ce qui se passe effectivement avec les bloqueurs, c'est grave. C'est pas, tout n'est pas réversible. Alors évidemment, quand on a des bloqueurs pendant 1 an et demi, ça peut éventuellement être réversible, mais généralement, on en prescrit pendant 3-4 ans.
Voilà, oui, c'est ça. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que quand il s'agit de bloquer la puberté pour une puberté précoce, c'est-à-dire c'est pas plus de 2 ans et c'est en C'est ça. général à moins de Oui, 10 ans, alors que c'est ça. là, il le donne à partir de 11, 12 ans souvent et pendant 4 ans. Oui, Et en plus, c'est enchaîné avec des hormones sexuelles contraires, ce qui est très c'est ça. différent d'avoir des bloqueurs de puberté et après de laisser la puberté normale suivre son cours. Là, il y a un traitement global, ça s'inscrit dans la logique d'un traitement global, Ouais, ouais. avec des effets donc qui sont maximisés sur le corps. En empêchant effectivement le développement, des organes sexuels. Donc ce qui aussi peut aussi avoir des conséquences après, enfin sur les éventuelles interventions. Donc ça c'est, j'ai vu récemment, parce que ça c'est le dernier développement de ce genre de folie, hein. L'équipe néerlandaise qui avait été à la base des 2 études qui sont d'ailleurs très discutables, hein, d'un point de vue méthodologique, qui ont lancé en fait l'affirmation de genre dans le monde entier, hein. Le Dutch Cette Protocol. Voilà, cette même équipe néerlandaise maintenant, elle fait des épiphysiotomies, c'est-à-dire qu'elle supprime chirurgicalement les cartilages de croissance des membres inférieurs des adolescents qui veulent devenir des femmes pour que leur taille définitive soit dans la norme des tailles féminines. Parce que une des choses qui fait repérer les trans masculins, c'est leur taille. Ils sont souvent de taille nettement supérieure à celle de la moyenne des femmes. Et bien maintenant, ils ont trouvé la parade, c'est-à-dire ils leur enlèvent les cartilages de croissance pour que leurs membres restent suffisamment dans la norme, dans les normes féminines. Ça devient une folie complète. Oui, alors ça me rappelle, le scandale dans les W-Pass Files, Oui, il parle justement de ce scandale où les endocrinologues, pendant une longue période, en fait, ont bloqué, à souhait, hein, au choix des parents, des gens, la croissance, des enfants. C'est-à-dire, surtout pour les femmes, qui étaient grandes, trop grandes et qui avaient peur que leurs filles soient trop grandes, de bloquer leur croissance comme ça, qu'il y a eu cette période un peu, sombre encore, hein, d'un abus, des traitements en endocrinologie, quoi, pour contrôler la taille. Pour rester sur la question du traitement, est-ce qu'il n'y a pas, aussi une manière de dire que on ne peut pas changer de sexe, mais de faire comprendre à ces jeunes qu'il y a une infinité de façons d'être un homme, il y a une infinité de façons d'être une femme, et que les stéréotypes socio-sexuels ne sont que des codes sociaux qu'on peut reconnaître comme tels, et choisir de s'y conformer ou pas du tout. Tout ça pour ne pas rester sur le logiciel, le discours transidentitaire, mais pouvoir poser un discours de psychologue et de psychiatre raisonnable. Il y a une infinité de façons d'être une femme ou d'être un homme, et on a le droit de ne pas être viril quand on est un homme. On a le droit de ne pas être féminine lorsqu'on est une femme. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Et cette diversité de façon d'être n'a pas à être médicalisée. Oui, alors c'est incroyable, excusez-moi, je j'y vais, d'inverser les choses à ce point-là, c'est-à-dire de faire du sexe une construction sociale au final, dont on peut s'affranchir et qu'on peut contrôler, alors que c'est le genre qui est une construction sociale, qui est effectivement un spectre et qui a autant de manières, d'exprimer sa féminité ou sa «masculinité» entre guillemets, à sa manière quoi, autant de manières de le faire que de personnes. C'est infini, donc pourquoi, voilà, essayer d'être dans des changements stéréotypés comme ça, extrêmement sexistes? Une petite fille ou une jeune fille, peut avoir, les cheveux courts, aimer le foot, et être une femme, et un garçon peut préférer, discuter, avec, les filles tranquillement, justement et ne pas aimer, aller faire des sports de combat, ou, d'aimer les voitures, peu importe quoi et là, quand on regarde parce que quand on parle comme ça, les gens disent: «Mais non, mais c'est pas pour ça que, les personnes deviennent trans». Beh si, en fait, c'est-à-dire quand on va regarder dans le détail de ce qui se dit, de ce qu'ils nous disent, de ce que disent les détrans, c'est exactement ça. C'est-à-dire, «Ah bah tiens, moi, je suis pas dans tel stéréotype, bah, je suis peut-être pas, une femme, quoi». C'est extrêmement sexiste, c'est une énorme régression et ça n'a pas de sens, encore une fois. L'obsession du paraître. C'est vrai. L'obsession Ça se prolonge au niveau politique, puisqu'on parle tout le temps d'inclusion, on parle tout le temps de tolérance. Et là, on a un exemple très clair voilà, ouais. Moi, j'ajouterais pour certains quand même, qui sont assez clairement dans l'autogynéphilie, le fait de leur décrire ce que c'est que l'autogynéphilie, parce que la plupart des professionnels ne savent pas ce que c'est. Ils l'ignorent complètement. Donc là, on est plutôt chez les hommes, mais quoi il y a un équivalent qui n'est pas tout à fait équivalent chez les femmes, parce qu'on est plutôt, effectivement, ce que décrit Blanchard, c'est l'auto-homo-androphilie, c'est un petit peu différent. Les femmes, c'est toujours un petit peu plus subtil. Mais le fait de leur dire, ben non,
effectivement, peut-être que ce que vous ressentez, on peut l'expliquer autrement et de leur dire: «Voilà, ça existe» et souvent quand ils se reconnaissent là-dedans, on leur dit: «Bah, voilà, il y a d'autres moyens de gérer ça». On reconnaît que ça existe et il y a des moyens de le gérer. Alors effectivement, là aussi, enfin certains discours, je dirais féministes radicaux peuvent être très culpabilisants vis-à-vis de ces personnes-là, mais c'est pas les personnes qui reconnaissent leur autogynophilie qui sont dangereuses, c'est celles qui sont dans le déni par rapport à elles et qui sont dans la revendication de vouloir être vraiment acceptées comme étant de l'autre sexe. Donc là, il y a aussi peut-être des choses à faire de ce côté-là. Et il y a différents profils, mais on a aussi, effectivement des profils où on n'a pas forcément des autogynéphiles qui sont dans le déni, mais qui ont un profil un peu sociopathe, sur les Oui. bords. Ah oui, C'est-à-dire, oui, oui, qu'on parle de ça complètement. Ouais. eh ben oui, mon C'est besoin sur ça. la vie des autres, et je veux donner libre cours, à mon fétichisme, Ah, et ça, non. tous les moyens sont bons, tous les Là, moyens sont bons pour y parvenir, ouais, et c'est assez incroyable de voir que nos collègues aujourd'hui, moi dans les discussions que j'ai pu avoir avec certains qui étaient un petit peu houleuses, on va me dire que l'autogynéphilie n'existe pas, oui, quasiment, en fait maintenant on est un peu dans cette mouvance, des disability studies là aux ouais, États-Unis, où on va être dans la négation, de la perversion, ouais. du fétichisme. On va même essayer de dire que, tous les troubles en fait, sont juste des problématiques, Mmh. qui sont liées à la société qui ne s'adapte pas assez à C'est l'individu. ça, Tout est c'est ça. valide. Mmh, Tout mmh. est C'est valide. ça, tout est valide. Alors il suffit d'aller sur les réseaux trans, hein, et de voir un petit peu les conversations entre eux pour voir que c'est évident que l'autogénéphilie existe. C'est Et évident. et aussi comme le disait Pamela, il y a aussi des personnes qui sont, à mon avis, des complets opportunistes, qui ont Oui, des profils sociopathiques, qui ont trouvé un moyen d'avoir carte blanche pour ah, exprimer complètement. leur sociopathie dans la société et donc venir agresser les femmes, venir agresser les enfants, venir, parler de sexualité à des enfants tout petits, en culpabilisant les parents, en excluant les parents et cetera et cetera et valider, les on est dans un délire complet au grand galop derrière cette pseudo symptôme de dysphorie de genre qui finit par aujourd'hui, légitimer tout et n'importe Oui, quoi. oui. Ouais. Est-ce qu'il Non suffit seulement d'avoir on affaire à va des profils psychologiques, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu là, ces profils sociopathiques? Est-ce qu'il y a aussi les notions de troubles de la personnalité borderline, de personnes, il y a quand même Alors, des profils psychologiques sans oui, stigmatiser, hein, tout le monde bon voilà, il y a des gens qui souffrent, OK, mais il y a aussi des gens qui sont des opportunistes qui ont trouvé le moyen d'avoir carte blanche pour faire n'importe quoi, pour agresser en oui. toute impunité, en fait. Mmh. Oui, oui. Il y a beaucoup de troubles de la personnalité, hein, dans les gens transidentifiés. Il y a énormément, énormément de gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité, que ce soit borderline ou sociopathique, hein. Alors, moi, il y a quand même une chose que je retrouve dans le discours trans officiel par rapport au traitement. C'est-à-dire qu'ils nous disent en gros, voilà, les psychothérapies, ça ne marche pas. Mais j'ai jamais vu aucune étude sur l'impact des psychothérapies sur la dysphorie de genre. Alors, ils nous parlent de quoi? Ils nous parlent peut-être de ce qui se faisait il y a 30 ans où on n'avait que la psychanalyse. Mais au jour d'aujourd'hui, on a développé un certain nombre de psychothérapies qui s'adressent aux personnes qui ont des troubles de la personnalité. On a effectivement les thérapies comportementales dialectiques, on a la thérapie des schémas de Jeffrey Young, enfin on a un certain nombre de thérapies qui pourraient effectivement tout à fait correspondre à ces personnes-là et les aider. Alors, Euh, si je peux me permettre, dans les recherches actuelles, c'est plutôt ça rentre plutôt dans des facteurs confondus parce qu'en fait, ils font les 2. C'est-à-dire qu'ils vont affirmer le genre et à côté, ils vont faire la psychothérapie souvent, ouais, mais du coup, on ne sait pas qu'est-ce qui c'est marche. ça, c'est Ils ne ça. veulent pas faire justement les 2 variables indépendantes où on va vraiment mesurer la différence entre l'impact de la psychothérapie et l'impact de l'affirmation du genre. Donc on ne sait pas, voilà, et surtout dans ce qui a été, montré dans les failles aussi, on a le fait que, ils ne vont pas aller au-delà de 1 an de suivi, c'est-à-dire C'est c'est au ça. niveau longitudinal, c'est très court, C'est très alors que, court. la Surtout quand on a un gros testostérone. renforcement social. Beh, bien Mmh. sûr, c'est-à-dire que Oui, pendant cette ce qu'on appelle un peu l'euphorie trans et cetera, c'est-à-dire l'effet des traitements, enfin on a parvenu au traitement et cetera. On a, le renforcement social, on a l'effet de la testostérone qui booste et cetera mmh. et après on sait pas
voilà, pour que ça Oui, mais plonge en général, voilà, bah, on est ça, sympa, quoi. c'est un Et point effectivement extrêmement important parce que le rapport CAS a bien montré que ça n'améliore le fait de transitionner n'améliore pas les bloqueurs entre autres n'améliorent pas la santé mentale de ces jeunes. Déjà, on a très peu d'études longitudinales sur l'impact de la transition à long terme. Très très peu. Les seules qu'on a sont des études scandinaves. Il y a une étude suédoise qui montre avec des suivis suffisamment longs, c'est-à-dire au moins 15 ans, 20 ans, parce que on voit qu'il y a des transitions très tardives. Récemment, il y a eu un cas d'un trans très médiatique en Suisse, je crois, Christian Brunman, qui a détransitionné après 20 ans. Moi, j'en connais plusieurs sur les réseaux sociaux que je suis qui sont des Et très et vieux détransitionneurs. et il y en a plein qui ne détransitionnent pas parce qu'à un moment donné, ils ont fait tout un parcours C'est ça, et qui regrettent leur parcours, mais ils ne oui, détransitionnent pas parce qu'ils sont arrivés à un stade où ce serait plus compliqué quelque part de c'est détransitionner. ça, c'est ce qu'on appelle l'irrécupérable, hein. Mmh. oui, Et, le biais de révocabilité, quoi, en fait, oui. c'est Et irrévocable, quoi. sans oublier le dernier, scandale de l'EWPAF, c'est que, l'administration américaine a payé plus de 10 millions d'euros une étude, menée par, plusieurs, cliniques de genre aux États-Unis pour justement, valider, l'impact des thérapies, d'affirmation du genre chez les enfants et c'est le ça s'est sorti avant-hier, je crois. Ils ont décidé les leaders de l'étude ont décidé de ne pas publier les résultats de l'étude parce qu'ils Ah, ne sont pas oui, probants et parce qu'ils ne veulent pas que ce soit utilisé par les personnes critiques de oui, l'idéologie du genre pour contester l'affirmation du genre. oui, Voilà, on est dans la fraude scientifique oui, oui, majeure et ce sont des gens qui poussent à l'auto-affirmation, à l'affirmation des mineurs, les de Oui, au plus jeune âge. oui, mais oui. c'est très bien. On n'a pas parlé du consentement éclairé, mais c'est quand même incroyable que, nos collègues trouvent que les enfants ont un consentement éclairé pour prendre des bloqueurs de puberté, des hormones croisées. Que mais même pour les adultes, pour les jeunes adultes vulnérables qui ont des multiples comorbidités, des fois de la schizophrénie, de la bipolarité, on pense qu'il y a un consentement éclairé, c'est incroyable. Oui. Ça, je suis complètement d'accord là. Je suis vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, Moi, j'ai une réflexion parce que bon, on va apporter peut-être avec ces traitements un soulagement immédiat qui va être, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Généralement, le pic des détransitions, c'est à peu près autour de 7 ans hein, après une transition actuellement, d'après ce que montrent les études longitudinales. Mais à quel prix? C'est-à-dire au prix quand même de dommages irréversibles. Et moi, ça me fait penser à une chose, c'est que au début du XXe siècle, pour certaines personnes qui avaient des souffrances psychiques extrêmement importantes, on avait mis au point la lobotomie frontale. Et ça, alors moi j'ai connu une personne qui avait été lobotomisée dans mon adolescence. C'était dans les années, fin des années 70. Évidemment, c'est une personne qui avait fait un deuil très pathologique, très compliqué, et qui effectivement était dans des processus dépressifs chroniques, à qui on avait proposé ça. Ces gens-là étaient tellement en souffrance qu'ils se disaient, bah oui, on va accepter, mais à quel prix? C'est-à-dire, quel est le retentissement de tout ça? Aujourd'hui, on ne fait plus de lobotomie, c'est interdit, c'est considéré comme non éthique parce que les conséquences sont tellement lourdes par rapport aux avantages qu'on pouvait obtenir. Est-ce qu'on Ben, peut préciser une chose? Parce que les gens savent pas forcément, que c'était des lobotomies faites limite avec un pic à glace et un marteau, hein. c'est Ah, C'était ça. c'est pas pas c'était pas une opération, cerveau ouvert, machin Oui, oui, bidule, oui, 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 dans oui, les oui, règles oui. de l'art. Par voie C'était, transorbitaire, ça se faisait c'était par voie vraiment, transorbitaire. c'était vraiment un truc qui plongeait les gens dans une sidération hallucinante, Oui, oui, même si c'était fait par un médecin, avec un espèce de pic à glace et un marteau et on va, dégommer une partie du cerveau et on oui, oui. voilà. Oui, oui. Ça s'est fait jusqu'à la fin des années 70 quand même, hein, ce genre de truc. Hein. Mais je crois que là-dessus, Principalement des femmes, Principalement des femmes, tout à fait. principalement des femmes, oui. Et je victimes. crois que la Et dernière, c'était depuis, dans on les a années trouvé, 80. Pardon. depuis, les connaissances ont évolué, on a trouvé des traitements, on a eu des, enfin, on n'est plus face à des situations comme celle-là. Et Et comme quoi je pense, la médecine peut être prise, le réseau médical de médecins qui sont supposés être scientifiques peuvent être prises de moments de folie, en fait, hein, en parce fait, qu'il y a une culture aussi médicale. Il y a une culture psychiatrique, il y a des situations totalement aberrantes
qui peuvent se créer, qui se créent régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez de vos collègues, en fait? De l'attitude de vos collègues, qui peuvent être pour certains TCCistes, d'ailleurs? Il y a pas que les psychanalystes, hein. Il y a toutes sortes de personnes qui s'engouffrent et les enfants sont manipulés par des adultes dont un certain nombre d'entre eux sont des thérapeutes. Moi, je pense qu'il y a 2 choses, qui tournent autour de la formation. Il faut déjà qu'on ait accès à une information plurielle, hein. Quand on fait remarquer à des formations que la formation qui est proposée n'est pas plurielle, on nous dit, «J'ai pas envie de parler avec toi». Voilà, exemple récent. Bon, donc il y a une histoire d'accès à la connaissance et là, j'entends que vous œuvrez tous dans ce sens-là et puis il y a aussi, moi je pense qu'il y a un manque de formation à être dans la relation, même pour les TCC. Et je pense que dans les TCC, malheureusement, j'entends trop souvent des gens qui font des techniques, mais qui mettent la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire on parlait tout à l'heure de diagnostic. Moi, je pense que c'est une façon d'être en relation qui n'est pas assez travaillée, qui n'est pas, on passe son diplôme et on fait n'importe quoi pendant 20 ou 30 ans, et il y a besoin de parfaire la formation à être en relation. On parlait des troubles de personnalité. Le trouble de personnalité va aussi interférer dans la relation. Et on va être obligé d'être à la fois dans le trouble et à la fois de travailler sur le trouble, de passer au niveau méta. Et ça, je trouve qu'on n'est pas assez formé globalement. Il y a aussi cette histoire du temps. Hein. Dans les années 80, on disait qu'il fallait au moins 2 ans de suivi pour pouvoir dire, bah oui, on est dans un cas de transition. Là, il y a un problème d'accès aux soins. Donc, il y a plein de gens qui s'autoproclament. Et puis, bah voilà, il faut aller vite. Je crois d'accord, il y a à faire ce diagnostic, aussi de voir la diachronie, c'est-à-dire s'il y a un avant et un après. Et puis après, c'est aussi quelque chose, c'est en avançant qu'on va s'apercevoir des mécanismes d'adaptation, puisque effectivement, tout le but, c'est de faire avec la réalité, et la réalité, elle est plurielle, et on est dans ces choses-là, et c'est aussi dans les capacités avancées. Donc je pense qu'il y a vraiment un déficit de formation à la relation. Tout à l'heure, vous parliez d'écraser les diagnostics, mais je vois ça aussi au niveau des diagnostics psy et somatiques. Vous avez un patient qui a mal au ventre et qui est suivi par un psychiatre, ah bah c'est psy. Et c'est le psychiatre qui prescrit une échographie parce que le généraliste a plus le temps ou parce qu'on n'a pas l'accès facile à un généraliste, surtout dans les campagnes. Donc il y a vraiment tout ça qui s'enchevêtre et qui, moi, ce qui me rend le plus triste, c'est la difficulté de nos confrères à être dans la relation de façon à effectivement que la personne se sente comprise, qu'on écoute son hypothèse. Charlie Quingy parlait de la personne qui disait, ben voilà, moi je suis comme ça parce que je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Voilà, et on est obligé de suivre cette hypothèse et de faire avec cette hypothèse. C'est la vérité de la patiente, c'est son ressenti. Je pense que vraiment, on a quelque chose à gagner à parfaire notre façon d'être en relation, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de valeurs humanistes, avant d'être des techniciens. Le fait d'être en empathie avec le discours du patient ne signifie pas d'adhérer à ses croyances. Il faut pouvoir faire la part des choses. Le praticien reste dans sa posture de praticien. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui font des amalgames complets. Fait penser à l'époque où on discutait sur les obligations de soins pour les pédophiles, et on disait, mais on ne peut pas travailler en obligation de soins. Ben si, parce qu'il suffit de se mettre d'accord. Ben voilà, vous dites que vous n'êtes pas pédophile, la justice dit que vous êtes pédophile, ben, ça doit sacrément être difficile pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Donc il s'agit de trouver un point d'accord sur quel est le problème de la personne et comment l'aider, et non pas faire comprendre à la personne, comme j'ai entendu, mais l'aider à se rendre compte. Et je crois que c'est vraiment cette démarche-là mais qui est aussi pour toute la médecine. Hein, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique des patients, c'est de prendre des groupes de patients chroniques pour les aider à mobiliser leurs ressources ensemble, parce que vous avez de l'hypertension, prenez ce traitement, il y a une très très faible observance. Donc je crois qu'il y a vraiment tout un virage de la médecine, de l'accès aux soins, et c'est dommage parce que les politiques affirment cette notion d'inclusion, cette notion, et dans les faits, ça aboutit exactement au contraire. Et là, j'ai pas de réponse. Tout à fait, je rejoins totalement, ce que dit Patrick. Ce que je pourrais rajouter peut-être dans, l'explication de nos confrères, qui vont peut-être un peu s'engouffrer là-dedans, il y a un peu les travaux de Jean Desetti qui nous expliquent, qu'en fait, tout ce qui va, toucher du coup à la morale et que des fois les convictions politiques et la morale va venir, brouiller, les pistes et la possibilité de réfléchir de manière, rationnelle et de regarder les preuves, en fait. Il y a aussi le fait que je pense que les gens ne se rendent pas compte que la WPASS est hautement problématique et qu'elle est dans diverses tempêtes et notamment parce qu'ils font des choses qui sont, illégales, et contraires, justement à l'évidence, base, et qu'au final, c'est quand même, assez problématique de voilà, donc ils se rendent pas compte de ce qu'est la WPASS et c'est la WPASS qui guide les guidelines, les soins et ils le suivent, se réfugiant peut-être presque derrière ce protocole. C'est-à-dire, on a ce protocole, c'est ce que dit la WPASS.
Bon voilà, on suit et maintenant bon, bah, il y a l'autodétermination, on cherche pas à comprendre, et on reste, derrière ça. Je pense qu'il y a des personnes qui très honnêtement, ne se disent que, enfin voilà, qui sont très bien intentionnées, bien évidemment, qui sont persuadées, d'aider, ces jeunes, et qui se rendent pas compte de ce qui se passe parce que comme l'a dit Patrick, il y a un manque d'information. Et puis je pense que des fois, on peut être des fois, davantage, c'est comme dans tous les différents profils, des personnes trans qui vont dans ces mouvements-là. Je pense aussi que des fois, on a des personnes, qui veulent tout simplement, préserver, leur image, leur réseau, et qui ne veulent pas, ben, être pointées du doigt quoi, tout simplement et qui vont pas aller chercher plus loin, qui font les autruches, qui regardent ailleurs et c'est triste. Bon, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis complètement d'accord. Heu, Juste pour dire peut-être que, sur ces sujets-là, curieusement, pour une fois, c'est les psychanalystes qui ont réagi en premier. Voilà. Heu et donc comme quoi, il y a quand même des psychanalystes qui de temps en Certains psychanalystes, faut pas tous les mettre dans le même oui, sac, pas mais tous, certains sont très mais bien. Oui, certains ont oui, quand même les oui. pieds sur terre. Parce qu'il y a des Heu psychanalystes transaffirmatifs. Oui, oui. Oui, moi, je suis effectivement très surpris de l'absence de réaction des gens qui ont eu la même formation que moi, c'est-à-dire qui ont été formés à l'evidence-based medicine et qui ne réalisent pas, en fait, qu'on est dans des concepts qui sont de l'ordre de la croyance et pas de la preuve. Et quand on voit effectivement ce qui se passe au niveau vraiment scientifique, c'est-à-dire des rapports qui ont été commandités par des rapports neutres, enfin voilà, comme ça s'est fait en Suède, comme ça s'est fait en Finlande, comme ça s'est fait en Grande-Bretagne récemment. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on rester dans ce type de pratique? Voilà. J'ai pas la réponse, mais tout ce qui vient d'être dit avant, je suis entièrement d'accord. Donc surtout quand on est TCCiste, c'est quand même, Oui. incroyable. Merci infiniment. Merci, merci, merci.